All right, welcome everyone. Bienvenue. My name is Amanda Demmer. Je m'appelle Amanda Demmer. I'm the Learning Specialist and Program Coordinator for Community-Based Research Canada, Research Partenariat du Canada. Today's presentation will be in French. La présentation aujourd'hui en français. I will be speaking primarily in English. We will have captions today that will translate the presentation into your preferred speaking language. La présentation aujourd'hui est en français avec des sous-titres en anglais ou français. For anyone who would like to turn on translation, you can do so on Zoom. For folks needing translation to English from the presentation, that will be in spoken French. You can follow the instructions on the screen to set up your caption language to English. If you're not seeing the show captions option on your Zoom toolbar, you may have to open up more options until you find the captions button, which will then give you options to turn on translation. Our presentation today is brought to you by Community-Based Research Canada, Research Partenariat du Canada. Our secretariat is located on the traditional territory of the Neutral, Anishinaabe, and Haudenosaunee peoples. We are a membership-based organization whose mission is to advance community-based research excellence in Canada by strengthening partnership, building capacity, mobilizing knowledge, and championing community-based research. We offer programs such as our e-learning events and webinars and other programming that you can find on our website. As a note, our website is currently in English, but we are working towards full translation of our website over the next year to be bilingual. Today, we will have a presentation by Dr. Jennifer O'Neill. Following the presentation, we will have a question and answer period. During the question and answer period, we'll welcome folks to enter questions into the chat box. You are welcome to ask your questions in either French or English, and our presenter will respond in the language of you as the person asking the question. The captions in the translation should assist in translating into your preferred language. With that out of the way, I will introduce our speaker today, Dr. Jennifer O'Neill. Jennifer is an assistant professor in the Faculty of Health Sciences and an investigator with the Briere Health Research Institute at the University of Ottawa. And today, Jennifer will be speaking to us about the MVF Telehealth Fall Prevention Program, le Programme de Télésanté en Prévention des Chutes, MVF, une perspective d'équité in matière de santé, a perspective on health equity. So I will pass things over to you, Jennifer. You can start your screen share and begin your presentation today. Thank you so much, Amanda. Merci beaucoup, Amanda. And welcome, everyone. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Je vais essayer de parler lentement pour m'assurer que le système de traduction fonctionne bien. Et puis, ça me fait vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui, puis de faire partie de cette belle organisation de recherche en communauté. Et vraiment un grand merci aussi. C'était vrai, je suis vraiment humble d'avoir été honorée cette année comme chercheur émergente. Puis, ce serait pas possible sans tout mon mentorat et mes collègues qui m'ont aidé.
So I just want to thank you. I will switch in French and in English for some of the to ease the translation for some of the concepts. But I just wanted to thank Community-Based Research Canada for all their work, and I'm really humble to have received this award this year, and it wouldn't have been possible without the help of my colleagues and all their mentorship. So thank you. Alors, dans l'optique du bilinguisme, je vais présenter aujourd'hui le programme de télésanté en prévention des chutes Marche vers le futur sous une perspective d'équité. Donc, sans plus tarder, j'aimerais remercier Santé Canada et le Consortium national de formation en santé pour leur contribution financière dans plusieurs de nos projets que je vais vous présenter aujourd'hui. Évidemment, l'équipe Marche vers le futur de l'Université d'Ottawa et le plus essentiel, tous nos partenaires communautaires qui ont participé dans nos projets et qui ont influencé différents projets de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui. So before we start, I think it is important to recognize the land on which I am presenting today and from which I'm working. Alors, j'aimerais rendre hommage au peuple algonquin qui sont gardiens traditionnels de cette terre. Et je reconnais vraiment le lien sacré entre le territoire et le territoire qui demeure non cédé. Donc, j'aimerais aussi rendre hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, mais aussi reconnaître tous les gardiens traditionnels de tous les âges. Surtout quand on pense de programmes de prévention de la santé, c'est vraiment important de penser aux gardiens traditionnels aussi. Donc, notre agenda aujourd'hui, 3 points simples, décrire l'évolution du programme de télésanté Marche vers le futur. Euh, Au travers de l'évolution, donner quelques exemples de collaboration, de partenariat, comment que ça a été un succès, et offrir des suggestions face à la mise en œuvre de programmes selon une perspective d'équité en santé. Alors, les chutes. Falls. Why are falls important? Pourquoi les chutes? Premièrement, une définition, les chutes, c'est un issue qui est involontaire duquel une personne se trouve d'un plus haut niveau à un plus bas niveau. Donc, on n'a pas besoin de tomber au sol. We don't need to fall on the ground to call it a fall. Mais il faut vraiment penser que c'est une action involontaire qui nous fait passer d'un élément plus haut à plus bas. Et ça, c'est selon l'Organisation mondiale de la santé. Et nous savons qu'en vieillissant, les chutes sont un réel problème de santé publique qui mène à des blessures, qui mène à des hospitalisations, qui mène même à des décès. Ça coûte beaucoup au système de santé. Alors, c'est un élément important sur lequel s'attarder en termes de prévention. Maintenant, selon une perspective d'équité, on sait aussi que les francophones au Canada vivant en situation minoritaire sont souvent désavantagés quand que ça vient à l'accès aux soins et services de santé. Alors, si on met les deux, on sait que les francophones qui vivent en situation minoritaire, ils trouvent et ils considèrent à 75% que c'est important de recevoir les services de santé en français. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais la présentation en français aujourd'hui. Par contre, même si on sait que c'est important et que les gens veulent recevoir leur service de soins en français, seulement 39% déclarent recevoir régulièrement leur service de soins et santé en français. Alors, on voit qu'il y a vraiment un manque de concordance, un mismatch entre l'offre et la demande de services de santé en français.
Donc, si on met tout ensemble, le besoin et l'impact de prévention des chutes et l'offre de services de santé en français, ça nous a permis de créer le programme de prévention des chutes de télésanté qui s'appelle Marche vers le futur. Donc, je vais vous présenter son évolution brièvement. Donc, le programme a été créé en 2008 par le docteur Jacinthe Savard et sa collègue Dominique Cardinal, qui sont alors mes deux collègues. Donc, pendant 2 ans, ils ont créé le programme pour s'assurer justement d'offrir un service de prévention pour conçu par et pour les francophones vivant en situation minoritaire, ciblant la prévention primaire des chutes. Et c'était vraiment pour essayer d'offrir ce service aux petites communautés canadiennes francophones qui ont de la difficulté à chercher des services en français. Donc, le programme a été développé pour être livré à distance dès le départ. Ensuite, on voulait aussi s'assurer qu'il y avait une intensité suffisante, que le programme, évidemment, était basé sur les évidences. Donc, oui, l'offre, mais aussi s'assurer que c'est basé sur les évidences avec des composantes multifactorielles qui demandait l'influence de partenariats interprofessionnels, donc physiothérapeutes, ergothérapeutes, soins infirmiers et aussi l'apport des communautés francophones vivant en situation minoritaire. Donc, ce programme-là a été créé en 2010 et a ensuite été piloté pendant plusieurs années, donc 8 années, dans différentes communautés francophones au Canada. Euh, un petit survol du programme. Le programme s'étend sur 12 semaines avec des évaluations pré- et post-programme, donc qui permettent de dépister le risque de chute et s'assurer que le programme est spécifique et va être bien adapté aux personnes qui veulent le prendre. Et ensuite, il y a des capsules éducatives, des capsules d'information à chaque semaine pendant 10 semaines pour bien influencer le savoir des gens par rapport aux facteurs de risque de chute. Des programmes de groupe d'exercices animés par des professionnels de la santé et qui sont formés par notre équipe. Et un programme aussi où les gens, les participants peuvent prendre et continuer à le faire de façon indépendante à la maison. Donc ça, c'est un petit résumé de qu'est-ce qu'est le programme. Maintenant, de 2021 à 2023, nous avons eu un financement de la Société Santé en français et on savait que le programme avait été créé et avait été efficace. Et maintenant, on voulait vraiment s'assurer d'implanter à large échelle et renforcer les capacités des communautés francophones vivant en situation minoritaire. Alors, comme vous voyez les dates, 2021 à 2023, c'était après la COVID. Donc, non seulement on voulait voir le renforcement des capacités, mais on voulait aussi piloter une nouvelle forme du programme pour améliorer l'accès, surtout suite aux barrières d'accès en personne ou en groupe, avec les demandes de santé publique suite à la pandémie. Donc, notre solution était de piloter une nouvelle version du programme qui était livrée à domicile. Donc, au tout départ, en 2008, le programme était livré à distance, mais avec les gens francophones en communauté dans une salle communautaire et l'animateur à distance. Maintenant, en 2021, on a débuté le pilotage du programme où les gens rejoignent de la maison, un peu comme ce qu'on fait présentement sur une plateforme Zoom. Donc, ce qui nous a permis d'avoir différentes versions du programme adaptées selon les besoins des communautés et les besoins, évidemment, là, de restrictions de santé publique dans ce temps-là. Alors, les résultats de ce premier projet financé par la SSF, qui était un organisme de collaborateurs d'ailleurs, nous ont permis de renforcer les capacités de 8
communautés acadiennes francophones vivant en situation minoritaire qui s'étalait sur 4 provinces. Donc, on a vraiment établi des bons partenariats et des bonnes collaborations avec ces 8 communautés. Et ce qui a permis aussi de former 33 animateurs pour qu'ils puissent livrer par eux-mêmes le programme dans leur communauté. Um, de plus, le programme a permis d'améliorer les connaissances des facteurs de risque de chute et de dépister avec les évaluations initiales 140 personnes de 55 ans et plus francophones et 129 ont complété le programme de 12 semaines. Donc, ce qu'on voit à travers des 4 provinces. Ce qui démontre que le programme a pu non seulement renforcer les capacités des gens qui peuvent livrer le programme, mais aussi des personnes âgées francophones, améliorant donc l'offre suite à la demande des gens. Donc, la prochaine étape de 2023 à 2024, puisqu'on avait plusieurs animateurs de formés suite au premier projet, les animateurs se demandaient qu'est-ce qui se passait dans les autres provinces. Ils voulaient aussi avoir plus d'informations sur les chutes. Ils voulaient avoir accès aux bons coups, aux barrières, aux facilitants des autres animateurs dans les autres communautés francophones. Et voulait aussi avoir un sens de communauté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été capable d'avoir du financement du gouvernement du Québec, qui était un peu différent parce qu'habituellement, c'est toujours un francophone vivant en situation minoritaire. Par contre, le but de ce financement ici était de soutenir les liens de la francophonie entre les communautés francophones vivant en situation minoritaire et les francophones en situation majoritaire. Donc, ça nous a permis de faire, c'était vraiment de créer une communauté de pratique et d'établir d'autres partenariats avec d'autres organismes en situation majoritaire. Donc, on a créé la communauté de pratique qui a été établie sur la plateforme Loop, qui est une plateforme virtuelle pour la prévention des chutes plus larges au Canada sous l'ombrelle de Parachute Canada. Et à l'intérieur de cette plateforme, on a créé un groupe privé, donc une petite communauté de pratique pour les animateurs de Marche vers le futur. Donc, non seulement ça nous a permis d'avoir une plateforme où les gens pouvaient se connaître, se rencontrer, partager, mais aussi ça a apporté nos animateurs vers une plateforme plus large pour pouvoir accentuer là, leur partenariat avec d'autres gens qui travaillent dans la prévention des chutes. Évidemment, avec le projet de recherche, on a évalué cette création-là de la communauté de pratique. Puis, il y a certaines barrières et facilitants qui ont été soulevés de la part de nos animateurs. Donc, évidemment, ils ont partagé qu'à large échelle, le manque de financement est toujours un problème. Donc, de province en province, que ça soit minoritaire ou majoritaire, c'est toujours un issue pour les programmes de prévention des chutes. Et que des fois, les contraintes logistiques sont plus difficiles. Maintenant, les facilitants qui sont ressortis étaient vraiment le fait qu'on a pu créer des partenariats ou faciliter plutôt la création de partenariats ou de collaborations entre les animateurs de diverses provinces. Un exemple concret était plutôt, par exemple, il y a des gens qui voulaient, des personnes âgées qui voulaient recevoir un programme de prévention des chutes, exemple, à l'île du Prince-Édouard, mais il n'y avait pas d'animateur qui pouvait le donner à l'île du Prince-Édouard. Donc, le programme d'Ottawa a pu prendre des gens de l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est intéressant parce que là, on a vraiment vu un aide, un renforcement des capacités, mais une collaboration entre les provinces et entre les animateurs. C'était un des bons coups de cette euh, communauté de pratique. Donc, je continue dans l'évolution.
Puisqu'on a fait la création, le pilotage d'efficacité, l'implantation, le renforcement des capacités, la collaboration entre les animateurs, maintenant, on voulait vraiment cibler les participants, les personnes âgées, qui ne reçoit pas le programme encore et pourquoi. Donc, pourquoi, quelles sont les raisons ou les perspectives des personnes de 55 ans et plus francophones euh, par rapport à l'accès à un programme de prévention des chutes ou un programme de prévention de télésanté. Donc, c'était vraiment ce projet-là qui nous a aidé à faire l'analyse de perspectives face à l'équité en santé. Donc, ce projet-là vient de se terminer le 30 septembre et puis a été financé par Santé Canada et le CNFS national. Et on a fait deux choses. Donc, vraiment, sous l'optique d'équité en santé, on a, de un, pris des données socio-économiques et démographiques pour mieux comprendre l'impact ou l'influence du coût. Donc, le coût d'un programme ou aussi un programme est gratuit ou les coûts directs et les coûts indirects face à l'accès à un tel programme et aussi comparer les communautés francophones vivant en situation minoritaire et comparer avec majoritaire. Donc, ça, c'était un des trucs. Et deuxièmement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des questions, on a fait des entrevues semi-structurées avec les participants. Puis, on a posé plusieurs questions précises face au statut socio-économique, la langue, l'impact des besoins de base, donc recevoir les besoins de base versus l'influence des besoins de base par rapport à un programme de prévention. Les stress psychologiques, est-ce que ça a un impact sur l'accès, l'infrastructure et la géographie? Donc, plusieurs questions ont été posées à ce niveau. Puis, nos résultats, un sommaire très rapide, nos résultats ici étaient vraiment 67 personnes âgées de 55 ans et plus ont complété le programme dans ce 2 ans là. Vous voyez ici, 85% étaient dans la version en salle, ce qui veut dire tout le monde ensemble avec un animateur à distance, et seulement 15% à domicile, ce qui veut dire comme ce qu'on est en train de faire, tout le monde de leur maison. Et 63% avaient plus de 70 ans. Et ça, c'est important parce que si on comprend bien, la télésanté, c'est toujours quelque chose que les gens se disent, ah, est-ce qu'on devrait continuer les programmes en télésanté pour les personnes âgées? Pour moi, ça, c'est tellement important de voir que tous ces gens-là, 63% avaient 70 ans et plus et le programme a été complété avec succès sans embauche. Donc, voilà, ça c'est une petite bémol. Maintenant, les résultats comparatifs nous ont permis de voir justement un francophone minoritaire et majoritaire, mais aussi une analyse préliminaire des coûts et aussi de créer par rapport, suite aux perspectives des participants, des recommandations basées sur la perspective des gens pour influencer l'accès à un service de prévention plus tard. Donc, si vous voyez ici un sommaire des résultats, le graphique est vraiment basé sur les coûts. On voit rapidement en orange que c'est en situation majoritaire et en bleu que c'est les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, on voit que les coûts semblent être plus grands pour les communautés francophones en situation minoritaire comparativement à ceux en situation majoritaire. Évidemment, c'est pas une affaire de langue, c'est pas parce qu'on parle français que ça coûte plus cher, mais ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment lié à la région géographique. Donc, il y a plus de francophones vivant en situation minoritaire, souvent sont plus en région rurale ou en région éloignée, donc ce qui est un lien avec le coût de l'Internet, ce qui fait que un coût comme tel d'un tel programme, malgré que le programme était
gratuit, pourrait quand même, les coûts indirects pourraient quand même influencer la participation à un tel programme. Maintenant, je trouvais aussi important de, de partager avec vous certains énoncés, certaines perspectives de nos participants. Donc, je vais les lire ici. Donc, un des participants, un participante, on dit, si ça n'avait pas été offert en français, je n'aurais pas participé. Tu ne comprends pas tout si ce n'est pas dans la langue maternelle, peu importe le format du programme. Donc, évidemment, ici, on voit que l'influence de la langue est importante pour les gens. Ensuite, c'est difficile de mobiliser les gens ici. Mais vu que le programme était gratuit, ça a donné beaucoup d'intérêt dans la région. À 10 $ et moins, je crois que les gens pourraient sortir. Donc, ceci nous donnait une idée un coût potentiel qui pourrait être lié au programme, euh, tout en s'assurant que les gens pourraient quand même accéder. Maintenant, dernièrement, il y a beaucoup de problèmes de violence, drogue. Ici, les gens sont plus portés d'y aller au programme pendant le jour. C'est important, la sécurité des participants est importante. Donc, c'est vraiment un énoncé ici qui est ressorti, qui est différent de tout le reste de la littérature en télésanté, était la sécurité, non seulement la sécurité émotionnelle, mais la sécurité physique des participants. Donc, le potentiel d'offrir un programme où les gens ne devaient pas sortir de leur maison a vraiment aidé l'accès à un service pour certaines personnes. Donc, en quelques minutes, comme vous avez vu, il y avait beaucoup de collaboration, un partenariat avec les communautés. Donc, comment j'ai établi ça ici, c'est plus au niveau macro, méso, micro. Donc, par rapport au niveau des collaborations avec les communautés, la première chose qu'on a fait dans notre premier projet était de collaborer avec des organismes plus larges, des organismes dont leur mission était d'augmenter l'accès aux soins et services en français pour les communautés vivant en situation minoritaire. Donc, j'aimerais vraiment remercier tous ces organismes ici. Et ça nous a aidé non seulement à établir des contacts avec des gens qui avaient une influence politique, mais aussi que leur mission était axée sur l'accès aux services de santé en français. Ensuite, un niveau moins élevé, vous avez vu que dans le deuxième projet, c'était axé sur les animateurs. Donc, nos animateurs dans des communautés plus restreintes étaient les champions de leur communauté en région rurale ou éloignée, ce qui permettait d'avoir une confiance et un lien avec les gens de leur communauté. Donc, le partenariat avec nos animateurs est essentiel à ce niveau aussi pour s'assurer que, de un, les projets fonctionnent, mais aussi qu'il y ait une offre active du programme dans les communautés. Et finalement, les participants, donc les personnes francophones de 55 ans et plus, vous avez vu dans la dernière étude, en partageant les perspectives et en collaborant activement à ce programme, ont permis de donner des recommandations qui vont guider d'autres projets et qui pourraient guider à un niveau plus large les programmes de prévention menés par Télésanté. Donc, en tout, depuis 2021, on a plus de 200 personnes âgées de 55 ans et plus francophones qui ont complété le programme et plus de 50 participants qui étaient dans la recherche. Donc, je pense que ça, c'est important, puis ça démontre l'importance de non seulement regarder aux organismes, aux animateurs, mais aux gens et faire un survol de toutes les perspectives de tout le monde. So I have a few last slides. Everyone's okay? OK. So, pour terminer, je voulais vraiment vous demander les gros résultats, le gros sommaire, les recommandations par rapport non seulement aux perspectives d'équité en santé, mais aussi ce qui a influencé le partenariat et le succès de l'implantation. So you see here the next few slides have English on the slides to help you follow. Alors,
Première chose, c'est prendre le temps d'établir les bons partenariats. Ça nous a pris lors du premier du projet en 2021, on a pris entre 5 et 10 heures par semaine pour établir les partenariats, ce qui a inclus plusieurs rencontres, rencontrer les communautés, partager les ressources, créer des nouvelles ressources pour s'assurer que les gens se sentaient à l'aise à implanter le programme et d'avoir leur perspective. Donc, nos ressources ont été euh, réviser de façon itérative par rapport aux demandes des communautés. Maintenant, il est important d'approcher les partenaires qui ont la même vision et la même mission. Donc, comme ça, on peut influencer et s'entraider vers un même objectif. L'autre truc qu'on a trouvé, c'est que l'offre de formation et le suivi étaient essentiels afin que les organisations et les animateurs se sentent bien soutenus pour mener des projets avec impact dans leur communauté. Donc, on a offert les formations et on a suivi tout au long. Et ce qui a aidé avec l'implantation. Et maintenant, les 8 recommandations qui ont ressorti selon la perspective des participants qui pourraient influencer l'accès à un service de prévention des chutes, mais aussi à un service de télésanté. Donc, la première chose, c'est que la prévention des chutes, les participants ont rapporté que la prévention des chutes devrait être considérée comme un besoin de base. Donc, comme se nourrir, comme se loger. Parce que pour les personnes âgées, c'est essentiel pour eux de réduire et de prévenir les chutes puisque ça peut mener à un décès. Donc, c'est ce qu'ils nous ont dit. Deuxièmement, l'offre de service dans sa langue de préférence est nécessaire. Donc, non seulement juste le français, mais dans sa langue de préférence est vraiment nécessaire pour s'assurer un meilleur accès. Troisièmement, le statut socio-économique doit être considéré dans l'offre. Donc, on a posé des questions par rapport à combien, si le programme n'était pas gratuit, combien que les gens pourraient payer pour un tel programme. Ça nous a donné des bonnes informations. Quatrièmement, j'en ai parlé un petit peu, mais la sécurité émotionnelle et physique doit être prise en compte lors de l'offre d'un programme. Donc, différentes versions devraient être adaptées par rapport aux besoins communautaires face à la sécurité. Cinquièmement, la prévention, les programmes de prévention qui sont offerts par Télésanté doivent offrir une possibilité d'interaction interpersonnelle. Donc, les gens qui étaient en salle avaient beaucoup de social et les gens qui étaient à domicile un peu moins. Donc, les prochains programmes ou les adaptations de programmes doivent considérer l'importance de cet aspect social des programmes de prévention. Sixièmement, les programmes de télésanté devraient être adaptés à l'infrastructure, évidemment, mais aussi aux moyens de transport qui sont disponibles dans les régions rurales et éloignées. Donc, les gens qui ont moins de transport ou qui ont plus de difficultés à se rendre dans des centres communautaires ou dans des hôpitaux, par exemple, euh, pourraient opter de faire une version à domicile. Donc, bien comprendre cette infrastructure-là est important quand on veut implanter un programme de prévention. Deux dernières ici, l'offre de la télésanté doit être alignée avec les besoins selon certaines conditions physiques et médicales, mais aussi avec la préférence de chacun. Et ce que ça nous dit pour les futures recherches, c'est qu'il était essentiel d'obtenir les raisons pour lesquelles il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans nos programmes. Donc, beaucoup plus de femmes, moins d'hommes. Donc, ce serait important de voir le côté, de s'attarder un peu plus sur tout ce qui est sexe et genre par rapport à nos futurs programmes. Donc, pour conclure, je crois que la conception de programmes de prévention de la santé, pas juste en prévention des chutes, il est important de, un, prendre le temps d'établir les partenariats et les collaborations avec les gens qui ont la même mission et raison d'être. Et deux, d'inclure les facteurs d'équité tels que la langue, le transport, l'accès, le statut socio-économique, la mobilité, la sécurité personnelle, physique et émotionnelle et le social afin d'améliorer l'accès et l'équité. Donc,
Ici, en anglais, je vous donne quelques petites minutes pour le lire, puis je suis prête à répondre aux questions si vous en avez. Merci beaucoup, Jennifer. Thank you so much, Jennifer, for the fantastic presentation. It's so interesting to hear about this project and research and the partnerships that were involved. We welcome folks now to ask their questions. You can enter your questions in the chat box. I see we have a hand up, Lady Roja. Yeah. Please go ahead. Feel free to ask your question Yeah, en yeah, anglais ou en yeah. français. Okay. Thank you so much to both of you, to take this initiative. Alors, je vais aller en français. En décembre, ça va faire 4 années que une auto m'a frappé. Puis j'ai resté avec la moitié de mon côté gauche magané. Quand j'étais à l'hôpital, on m'a proposé de m'inscrire pour un programme qui s'appelle PIE. Probablement Jennifer, elle doit connaître ça. Oui. Je sais que une de mes sœurs, elle l'a suivi, puis elle était vraiment contente. Écoutez, ça fait 4 ans de mon accident, puis jusqu'à maintenant, là, je marche avec une marchette. À l'intérieur de la maison, je peux me débrouiller avec la canne. J'ai pas eu d'appel. J'ai téléphoné le CLC parce qu'on m'a dit que c'était eux qui étaient à la charge, qui étaient responsables. Alors, vous savez parler à un moment donné d'un programme qui s'appelle LOR, je pense. Je viens d'écrire le nom. C'est L-O-O-P, à Loop. L-O-O-P. Puis vous avez dit aussi que je pense qu'on pouvait l'avoir par la web. Moi, je serais vraiment intéressée parce que je sais que j'ai peur tout le temps. Les mois de juillet, je me suis justement frappée parce que je n'ai pas vu un trou qu'il y avait au sol. Puis j'ai tellement peur parce que je sais que l'hiver dernier, ça a été vraiment horrible. Juste l'employée du CLC qui est venue la matinée me donner de l'aide. Elle m'a dit que sa belle-mère, elle vient de tomber la semaine dernière, qu'on l'a opérée presque tout de suite. Puis maintenant, elle veut rien faire. Elle pense, parce que je lui ai dit, si ça avait été moi, probablement la réaction, ça serait la même. Parce que ça fait tellement Mm. mal. Elle n'a Mhm. pas de la volonté, elle ne veut pas manger par Mhm. elle-même. Mais je dis, mais savez-vous, j'ai dit à un certain âge, puis elle a à peu près mon âge, j'ai dit, on se sent tellement comme inutile, hein? Parce Ouais. qu'on manque des points de repère, de l'aide autour de nous. Moi, j'habite toute seule. Puis, c'est Ouais. très difficile de s'en sortir. Alors, Mm. c'est pour ça que j'ai aimé tellement l'explication, en tout cas de toute l'histoire, parce que je me demande, puis j'ai aussi énormément d'amis qui se sont cassés l'année dernière le bras, les coudes, ou qui ont tombé. Il y en a une même qui est toute la partie, elle est tombée des sièges, puis elle a été à Mm. l'hôpital longtemps, longtemps. Puis c'est Oui. tellement difficile par après de se remettre sur pied. Hein. Oui, mais c'est ça. Merci de votre commentaire. Je vais répondre en français. Hum, je crois que ben, premièrement, on sait justement, comme vous le rapportez, comme vous êtes en train de le vivre avec vos amis et vous-même, que les chutes, c'est vraiment une des plus grandes causes de blessures, premièrement. Et ensuite, si on a une chute, il y a plus de chances d'avoir une deuxième chute. Alors, ça fait un petit cercle vicieux, hein? Puis là, on commence à avoir peur peur de chuter, plus que de l'anxiété des chutes, plus qu'une peur. Donc, c'est pour ça que je connais bien le programme PIE qui est offert au Québec avec la santé publique. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs programmes de prévention des chutes et tous les programmes se complémentent, si on veut. Certains, nous, c'est sûr que c'était vraiment axé sur les francophones vivant en situation minoritaire, donc dans différentes provinces qui sont majoritairement anglophones. Euh, Mais vous voyez, si vous comparez, parce que moi, je viens d'une minorité, alors c'est pire. On dirait mhm, que si les francophones passent derrière les anglophones,
nous autres, on est dans la dernière place. Alors, Oui. Oui, c'est ça. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer de trouver des façons pour qu'il y ait plus de petites communautés qui puissent offrir le programme et de maintenir ça gratuitement. C'est vraiment notre idée avec notre programme. euh, en parallèle d'influencer certaines politiques et programmes de santé, d'infiltrer la santé publique pour que ça soit à faire de façon plus large. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que certains programmes, là je vais parler de notre programme, Marche vers le futur, c'est un programme de prévention primaire. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'atteindre les gens avant une chute, de prévenir cette première chute pour aider là, à ce que ça, ou ralentir la première chute si on veut, pour aider à diminuer les impacts sur la santé. Je recommanderais de faire, c'est, j'ai mis dans le chat, là, si vous êtes capable, j'ai mis notre site web. Puis on a oui, créé beaucoup de ressources, donc on veut partager ça. Puis sur Loop aussi, il y a beaucoup de ressources, donc ça va me faire plaisir de partager, ou je pourrais le partager avec Amanda. oui, Euh, s'il vous plaît, a oui, res- vous serez bien Amanda, I can parce share que some resources je connais pas mal de monde qui sont dans la même situation parce que à peu près toutes mes amis, hommes et femmes, ils ont à peu près le même âge. Mm. On a tellement peur, surtout que à l'arrivée on ne veut pas qu'il arrive l'hiver en sachant que on l'a presque là à la porte. Alors, c'est Mhm. ça. Ouais, je comprends bien. On va essayer de vous partager des ressources. C'est sûr que c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on fait ces projets de recherche-là, pour essayer Oui, d'améliorer l'accès, oui, là, justement, exactement ce que vous rapportez. Merci de votre partage. merci beaucoup. Oui. Any resources, Jennifer, that you would like us to share, if you send them to me when we post the recording of this event, we will post those resources on our website as well for folks. Perfect. Il y a une question dans le chat. Annie, aimerais-tu lire ta question en français pour Jennifer? Merci Amanda. Bonjour, docteur Jennifer. Bonjour. Félicitations pour tout votre travail. Vraiment, en entendant en plus le témoignage de Madame Lady qui vient de témoigner, je trouve que ça reflète encore plus aussi tout l'impact de votre travail. Puis, je suis vraiment intéressée. Je m'appelle Annie Champoux, je travaille pour les fondations communautaires du Canada. Puis, Mm. on a un programme, nous, d'études de vitalité des communautés qui s'appelle Signes Vitaux. Puis, les fondations communautaires sont vraiment intéressées à collaborer avec les universités. Puis là, de voir comme un exemple comme le vôtre, où est-ce que vous êtes une chercheure qui d'emblée approchait la communauté pour faire vos recherches. Je me demandais si vous aviez des conseils, peut-être, puis je vois qu'il y a Simon qui est ici et Chantal des fondations communautaires aussi. Euh, Avez-vous des conseils justement pour des organismes communautaires comme nous qui souhaitent approcher le milieu universitaire ou des chercheurs comme vous pour assurer un succès, justement? Ah, c'est drôle parce que je vous poserai la même question, mais de l'autre côté. C'est bon. Il y a vraiment un dialogue à établir. Oui, c'est ça, parce que honnêtement, c'est sûr que là, je suis biaisée à 100%. Là, je crois à 100% à la recherche communautaire. Merci. Euh, mais de façon, l'évolution de la recherche, en fait, présentement, il y a des gens qui croyaient moins à la recherche communautaire qui commencent à se faire pousser par l'importance de la recherche communautaire, par nos grandes agences de financement, qui est vraiment beau à voir, en fait. Donc, il va y avoir de plus en plus de demandes de partenariat avec des organismes communautaires et des fondations. Et l'idée ici, c'est que ces partenariats-là soient bien faits, là, pas juste pour remplir un petit carreau. Mais alors, je vous renverserai la question honnêtement parce que souvent, on est à la recherche de partenaires communautaires qui sont prêts à aider avec l'implantation ou le financement ou peu importe. Euh, Parce que c'est les embûches qui nous arrêtent. Souvent, c'est ça. Donc,
Tu sais, moi, j'ai cogné à la porte de plein d'organismes. Littéralement, j'ai pris le téléphone, mais d'entendre que c'est aussi une problématique, tu sais, de l'autre côté, c'est intéressant. Mais je pense que des rencontres comme ça facilite justement le partenariat. Euh, Puis aussi les grands organismes que j'ai nommés, les grands organismes avec les missions, là, par exemple la Société Santé en français, je ne sais pas si vous connaissez, mais les grands organismes qui ont des missions précises, ce serait des bonnes places parce que eux, ils connaissent les chercheurs aussi dans les domaines. Donc, c'est des bonnes façons d'aller cogner à leur porte, là, par exemple. Là. Mais on est complètement habitué. Moi, si vous m'écrivez un courriel puis vous dites j'aimerais ça collaborer, je vais dire oui, OK, comment on fait ça? Mais souvent, c'est ça, c'est un courriel direct. Puis, ouais, Merci beaucoup. ça fait plaisir. Merci de votre travail aussi. C'est une question très importante, une discussion très importante. It's a discussion we have a lot at Community-Based Research Canada is, how do we form those initial partnerships with organizations? And if folks are interested, we had a recent community of practice where we spoke about that. If you have no relationship with an organization that you'd like to partner with, for the purpose of research, how do you form a good partnership? So there's an infographic from that community of practice on our website that folks can look at. But it's a very important discussion to continue having, and we can learn, Jennifer, by asking folks like you who have done it, what worked and what didn't work, what Mhm. facilitated the relationships, what were the barriers you faced. So thank you, Mhm. Annie, for asking that question. Mhm. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est vraiment, Amanda, you said it, what worked and what didn't work. Mhm. That's as important. Mhm. And I think aligning really like the raison d'être, right? Aligning the original mission. What is this researcher trying to do, and what is our organizations trying to do? And if they align, then it should work because everyone has the heart in the same place, in the same passion. Forcing, obviously, relationship won't work. But yeah, it's a very important and it's hard to establish it's hard to establish partnerships. Je vais switcher en français maintenant parce que là, je suis rendue bilingue complètement. Mais je trouve que c'est intéressant et ça prend du temps d'établir des bons partenariats. Et nous, nos limites présentement côté recherche, c'est que les périodes de financement sont très courtes. Donc, par exemple, si ça nous prend 1 an à établir une bonne collaboration et un bon partenariat et que le projet dure juste 1 an, on peut pas, c'est impossible. Donc, je pense que d'aller chercher des fonds aussi qui vous permettent que la mission du projet est seulement d'établir des partenariats. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça, c'est important. Un exemple de ça, j'ai un programme de réadaptation à distance en Ouganda où justement, c'est ça qu'on a fait. On a pris 1 an pour établir des partenariats, qui nous a permis ensuite de faire une autre proposition de recherche pour trouver d'autres financements et vraiment s'assurer que la communauté et les travailleurs en santé communautaire et notre équipe, on avait la bonne vision, la même mission et on a appris à se connaître et établir l'infrastructure nécessaire. Et je pense que quand on parle d'infrastructure, on pense souvent à, oui, l'Internet, oui, les ordinateurs, oui, la géographie, mais le partenariat avec les organisations communautaires font partie de l'infrastructure. Et je pense que de faire un petit peu plus de advocacy sur le temps et l'importance d'établir des partenariats, c'est important. Donc, voilà. Mais je parle aux gens convertis, donc... Mhm. Thank you, Jennifer, for speaking about that. That again is a question we hear a lot of, and when we're teaching about community-based research,
trying to help people wrap their minds around the time that it can take to establish those relationships, and recognizing that it's not an easy thing if you're often not funded for that relationship building phase. So it might be easier for someone with faculty status to spend the time doing that. But for other researchers who may not have that position or that institution behind them, how do you find the funding or the time to build those relationships? That's certainly a challenge in community-based research. So it was wonderful to hear you speak about how that impacts your projects. Thank you. You're welcome. Thank you. We have about 5 minutes for questions, if there's any other questions. A-t-il d'autres questions au cours des 10 dernières minutes? I'll begin my wrap up for today. If we see any other questions come in, we can address them. My wrap up here will be in English with the translation to French for those who would like the translated captions. Once again, I'll acknowledge that at this time our website is en anglais, in English, but we are working towards full translation and bilingualism of our website, including translating our past event recordings, having closed captioning available for all of our events. If you would like to revisit this recording or any other past events, you can find all recordings of CBR Canada e-learning events on our website under the resource page under webinar and discussions, and I'll post that link in the chat shortly. If you're not already part of Community-Based Research Canada's network, not already part of our mailing list, we encourage you to sign up, to stay in touch, to learn about future e-learning events that we'll be hosting, to learn about future community of practice topics or other opportunities for programming you can be involved in. At CBR Canada, one of our goals for the next 5 years is to continue moving towards becoming a bilingual organization and offering both e-learning events and community of practice events in French, en français, or bilingually as we have today. So sign up for our e-news, which is sent primarily in English, but we do often now have a français section in French at the end of our e-news. Merci beaucoup. Thank you so much, everyone, for attending today. It was a very interesting presentation, Jennifer, to hear about your project, but also those partnerships that went into it and into the research. So thank you. And once again, congratulations, Jennifer, for winning the Community-Based Research Canada Award for the 2025 Emerging Researcher. It's clear to see, why you deserve that title as the Emerging Community-Based Researcher of the Year, just by your dedication to serving communities through research and partnering with communities. So thank you for highlighting that today. Thank you, everyone, for joining us, and we hope to see you at another event soon. Bye, everyone. Bye. Bye bye. Merci beaucoup.